petite mise en garde par rapport à l'épisode que vous vous apprêtez à écouter. Tout à fait. On a fait un épisode sur le trouble de stress post-traumatique que vous attendez à regarder. On tient à dire qu'il y a certains propos qui sont mentionnés par notre invité qui a souffert d'un trouble de stress post-traumatique et qui en souffre encore aujourd'hui en lien avec certains traitements qui ne sont pas validés scientifiquement. Donc, on tenait à dire que Steve Geoffrion, qui est notre expert dans cet épisode-ci, et moi, on ne supporte pas ces traitements-là. Ils ne sont pas validés scientifiquement et donc on ne les suggère pas. Mais on n'a rien coupé au montage. On voulait vraiment vous donner accès à toute l'information qui a été véhiculée pendant cet épisode-là. Et on va vous donner plein d'informations sur le TSPT et les traitements, Steve et moi. Et donc, ces informations-là sont valides scientifiquement, puis on vous invite à aller écouter tout l'épisode. Bon épisode! Bienvenue à cet épisode de Selon une étude. Je suis Pierre-Renaud Rivard, humoriste, et je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond. Et aujourd'hui, on parle du trouble de stress post-traumatique. Je suis très content qu'on fasse un épisode sur ça. Je vais présenter nos invités d'aujourd'hui. Premièrement, on a Steve Geoffrion, qui est, et là, je t'ai dit que j'allais scraper le titre parce qu'il faut que je le lise tout le temps, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Bravo. Yes, merci. Quand je l'ai même, lu. hein? Belle performance. Je l'ai tellement lu. Et professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. C'est ça? Et tu es... T'es notre expert. Ben ouais, ça me fait plaisir. En TSPT. Moi, je suis tout le temps PTSD, puis là... Ça, c'est en anglais. Je sais, c'est ça. Tantôt, bon. il m'a demandé, mais là, c'est quoi déjà TSPT en français? C'est trouble de stress post-traumatique. Ouais, c'est ça. On C'est l'a. ça. Et on est avec Steven Bilodeau, qui est humoriste et vétéran des forces spéciales canadiennes. Et moi-même traumatisé. Et toi-même traumatisé. D'entrée de jeu. Ben oui. Et ben, fait que je voulais, en fait, je voulais savoir, Steve, en premier, Ouais. qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser au syndrome de stress post-traumatique? Ah, ben moi, c'est parce que j'ai été intervenant en protection de la jeunesse pendant 12 ans avant d'être chercheur puis avant d'être professeur. Puis moi, c'est vraiment le fait de côtoyer là, des jeunes qui sont eux-mêmes traumatisés, mais des parents qui ont vécu aussi des traumatismes. Puis, tu sais, quand ton quotidien, là, je n'ai pas été militaire, mais le quotidien d'un intervenant en protection de la jeunesse, c'est à chaque jour, tu es dans le trauma de tout le monde, puis tu vois de l'abus à l'enfance, tu vois des enfants négligés. Ben moi, je me dis, écoute, il me semble que ça a un effet sur moi. Puis je regardais mes collègues, puis tu sais, ça faisait partie de la job. Puis let's go, on continue, puis on fait comme si de rien n'était. Puis à un moment donné, je voyais que les gens, je me disais, comment ils ont fait pour faire une carrière comme ça toute leur vie? Fait que c'est là que je me suis dit, ben il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, je me suis mis beaucoup à chercher, puis à regarder dans la littérature, puis je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt de travail, mais c'était pour troubles de l'adaptation, dépression. Mais on nommait jamais que le fait de faire ce travail-là, finalement, là, ça a un impact sur ta vie, sur ta santé mentale. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de... C'est beau, moi, je vais aller étudier ça. Je vais aller voir comment on peut améliorer le soutien des intervenants. OK. Fait que c'est un peu ça, mon histoire. Fait que je suis un clinicien qui a décidé d'aller faire de la recherche. Nice. Exact. On est bien content que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Steven, tu as été dans les forces armées canadiennes. Oui. Et comme tu l'as si bien nommé, tu es traumatisé. J'ai un diagnostic. Un diagnostic. Oui, de syndrome post-traumatique depuis 2015 ou 2016. OK. Ouais. Et j'aimerais ça qu'on commence en définissant c'est quoi un syndrome de stress post-traumatique exactement? C'est quoi la définition? Ben, c'est sûr que moi, je vais vous parler de la définition du DSM. Hein, Ah, là. c'est ça qu'on veut, Bon, c'est ça qu'on aime. Donc, Les gens sont très intéressés par le DSM-5. C'est- mais, On adore tu sais, ça. je pense que c'est important quand on parle de troubles de stress post-traumatique, qu'on commence à se dire, ben, ça prend un événement traumatique. OK. OK? Donc, c'est quoi, c'est un événement traumatique? C'est un événement dans lequel il y a eu une menace à la vie de quelqu'un, à son intégrité physique. Donc, tu sais, des fois, j'écoute la radio, puis là, t'entends, oh, on est traumatisé d'être dans le trafic, on est traumatisé parce qu'on est pris dans un stationnement. Ouais, t'es comme, c'est- calme-toi la gougoune. C'est pas un vrai traumatisme. Tu peux être en beau maudit, tu peux être écœuré, mais c'est pas ça un traumatisme. Un traumatisme, c'est que tu as un événement, là, que tu as eu peur pour ta vie. Puis la particularité, c'est que c'est pas juste quand tu es la victime directe. Des fois, tu peux être exposé, là, tu es en auto, puis tu vois quelqu'un qui se fait frapper par une autre personne dans la rue, ou tu es exposé directement à quelqu'un qui vit une agression. Ça peut toi aussi déclencher un stress post-traumatique. OK. Mais encore plus que ça, tu apprends que ta tante, elle a eu un accident d'auto, puis là, elle est à l'hôpital. Ça aussi, ça peut être considéré comme un événement traumatique et ça peut déclencher un trouble de stress Même post-traumatique. si tu l'as pas vu directement puis que t'en as juste entendu parler. Si c'est arrivé à un de tes proches, en effet, tu peux développer un trouble de Puis stress est-ce que post-traumatique. tu recevrais le diagnostic de trouble de stress post-traumatique? Tout à fait, parce que c'est dans les critères A, les différents types d'exposition.
Puis un quatrième type d'exposition, c'est le fait d'être exposé à répétition à des récits de trauma dans le cadre de ton travail. Donc, comme je vous parlais tantôt quand j'étais en protection de la jeunesse, juste le fait de faire ce travail-là peut faire en sorte que je développe un trouble de stress post-traumatique. Donc, à la base, le trouble de stress post-traumatique, il faut être exposé à un événement traumatique, puis par la suite, comment on le définit, c'est qu'il va y avoir 4 types de réactions, de symptômes de stress post-traumatique. Je pense que quand on parle de trouble de stress post-traumatique, il y en a un qui est comme le trademark, là, un peu, là, c'est toute l'idée des flashbacks, des reviviscences, que la personne... Les intrusions. Donc, on va avoir les pensées intrusives. Donc, la personne va... Tu sais, c'est tellement un événement stressant dans sa vie que dans la mémoire, là, ça a été... là, c'est un événement qu'on n'oubliera jamais, mais qui revient souvent, puis on va le revivre, on va le ressentir, on va ressentir les odeurs, on va voir les images. Les pensées intrusives, ça peut être des cauchemars. OK. La deuxième famille de symptômes, c'est l'évitement. À force, là, quand on se rappelle ces événements-là ou quand on a associé une journée de l'année ou un lieu de la ville à l'événement traumatique qu'on a vécu, ça ne nous tente pas parce que ça crée de la détresse, donc on évite. Fait qu'on veut éviter d'y penser, on veut éviter les émotions, on veut éviter les endroits, les personnes qui sont associées à l'événement. Okay. Ensuite, il y a le changement dans les pensées, dans les humeurs. C'est un peu là, l'aspect plus dépression du stress post-traumatique. C'est qu'en ayant vécu ça, ça change ta manière de voir le monde. Et en changeant ta manière de voir le monde, c'est pas pour le positif. Là. Généralement, c'est pour le négatif. Donc, tu es de plus en plus isolé, tu te renfermes sur toi-même. Tu vas peut-être tu vas te sentir coupable de ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différemment? Donc, de plus en plus, tu as de la difficulté à vivre des émotions positives. Puis tu es comme envahi toujours par des émotions négatives. Donc, ça, c'est la troisième famille. La quatrième famille, c'est l'hyper-éveil. Parce que, et là, j'ai Catherine à côté de moi, parce que c'est un événement de stress très élevé. Et ça veut dire que ton cerveau va se dire à ce moment-là, « Hey, là, j'ai vécu quelque chose, j'ai failli mourir, ou quelqu'un a failli mourir, qu'est-ce que j'aurais dû faire? » Je veux me rappeler de tout ce que je me rappelle de cet événement-là. À chaque fois qu'il va se réapparaître dans ma vie, là, le système d'alarme, là, il doit être on rapidement. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens sont en hyper-vigilance. Les gens, à cause qu'ils sont en hyper-vigilance, par la suite, ils vont peut-être souvent être irritables. Ils vont avoir de la difficulté à se concentrer, puis même ils vont avoir de la difficulté à dormir. Parce que là, quand le cerveau, il veut devenir un petit peu moins vigilant sans dormir, il va dire « Hey, réveille-toi, le danger pourrait être là, ton trauma pourrait être là. » Fait que c'est un peu ces 4 familles-là qu'on vit pendant plus d'1 mois, les 4 familles de symptômes qui font en sorte qu'on peut développer un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Okay. Fait que grosso modo, c'est ça. Est-ce que tu te reconnais un petit peu Ouais, là-dedans, Steven? Oui, exactement. J'ai fait le tour de tous les spectres, bien entendu. Moi, au début, je croyais que c'était plus une blessure de stress opérationnel qui n'était pas... Est-ce que tu veux l'expliquer également? Parce je te laisse finir, mais après, je vais y revenir. On va faire une différence entre la blessure de stress et aussi le syndrome de stress post-traumatique. Ce sont 2 états complètement différents. Par contre, il y a certains symptômes qui se chevauchent dans les deux. Évitement aussi, ça peut être d'éviter un déclencheur, un trigger. Ça peut être éviter un lieu, même certaines personnes, parce que je vois beaucoup de mes collègues, c'est pas mon cas, mais ils vont beaucoup faire d'évitement avec les autres vétérans pour ne pas justement se rappeler, peut-être juste même en identifiant le visage d'une personne qui a été sur le champ de bataille avec lui ou elle. Puis toi, ça a été quoi tes premiers symptômes? Quand est-ce que tu as réalisé que tu avais un syndrome de stress post-traumatique? Les premiers symptômes, c'est des symptômes de dépression. C'est des symptômes de grande faiblesse et... en fait, ça vient aussi avec de la difficulté à dormir, qui est envahi par des cauchemars d'images sur l'événement traumatique. OK. Puis moi, je vais rajouter, tu sais, un cauchemar ici, c'est pas comme un cauchemar que tu as peur dans la nuit, puis c'est bien pas le fun, puis tu te rendors. Non, un cauchemar de stress post-traumatique, et puis tu me diras comment tu l'as vécu si tu veux en parler, mais les gens se réveillent là, en sueur puis en panique. Là. Tu te rendors pas après ça. Là. Comme s'ils venaient de le revivre. Exactement. Là. De façon consciente ou inconsciente. Ouais. Moi, j'ai vécu beaucoup de cauchemars à me réveiller tout mouillé sans même me rappeler. Ça a été un long moment où est-ce que je me rappelais pas du tout qu'est-ce que j'avais vécu. Mais par exemple, au niveau réactionnel, symptomatique, c'était clair qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est allé jusqu'à
Ben, il y a aussi, il faut faire le lien, la différence entre terreur nocturne et cauchemar, parce qu'il arrive aussi des terreurs nocturnes. Mais encore là, c'est des symptômes qui s'apparentent les uns aux autres. C'est quoi la différence entre des terreurs nocturnes? Je pense que je vais donner la parole aux spécialistes. Ben, tu sais, dans le DSM, on fait pas nécessairement la distinction. Tu sais, dans le fond, s'il y a un cauchemar qui est vraiment lié à l'événement que tu as vécu, ou mais comme vous nommez là, cette idée-là de ne pas s'en rappeler, là, des fois, tu sais, ça fait partie aussi de la dissociation puis des symptômes. C'est que des fois, l'événement est tellement lourd que il y a des parties qu'on va oublier. Fait que peut-être que dans ton cauchemar, il y a juste un élément, mais vraiment loin. Là, parce que je vous donne un exemple. OK? Moi, je travaille beaucoup avec les pompiers, les paramédics. Je travaille avec les policiers, mais souvent, ils vont faire une intervention. Puis quand ils font l'événement hautement stressant, ils vont encoder de façon extrême, là, mais même de façon assez perturbée, qu'est-ce qui s'est passé. Puis ils vont encoder l'histoire que, bâton, il y avait un enfant en détresse qui voulait réanimer, mais à côté d'eux, il y avait une poubelle rouge. Fait qu'à chaque fois qu'ils vont chez Ikea, là, puis ils voient une poubelle rouge, ils sont en panique, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est un peu la même chose. Ils peuvent faire un rêve qu'il y avait un élément qu'eux, ils ne savent pas que leur cerveau a associé à l'événement traumatique. Et là, ils vont avoir un cauchemar qui crée de la détresse, puis que ça peut ressembler à des terreurs nocturnes parce que les gens se réveillent, comme vous dites, en sueur. Puis donc, c'est ça qu'on appelle des triggers? Le cauchemar va être déclenché par un trigger, puis je vais témoigner de ce qui me déclenche facilement, c'est tout ce qui est film de nature militaire. Donc, même aux nouvelles, si on parle du conflit entre l'Ukraine et la Russie au moment où est-ce qu'on se parle, ben ce conflit-là vient pas me chercher dans mes valeurs ou dans mes émotions, mais ça va être un trigger pour ce que j'ai déjà vécu. Et souvent, ça va se passer inconsciemment. On parlait tantôt d'hypervigilance. Bon, mais j'ai encore ce symptôme-là très, très, très fort. C'est un défi que j'ai, moi, sur la scène, de ne pas... être hyper activé par cette hyper-vigilance-là, mais je dois me rationaliser et être conscient que mon corps peut être activé et mon débit de voix peut être activé suite à un déclencheur. Parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que l'expérience sur scène aussi, tu te dois d'être déjà super vigilant, juste dans la nature de la job d'humoriste. Faut que tu sois au courant de tout ce qui se passe, que tu ressentes tout. S'il y a quelqu'un qui fait un café dans le fond là, il y a du monde qui... T'es déjà super vigilant. Fait que comment tu fais toi, pour faire la différence entre OK, j'en ai besoin pour cette job-là, mais il faut pas que ça déborde dans l'ordre de ça vient toucher à mon syndrome de stress. Là. Je le vois positivement. L'hypervigilance est positif du moment où est-ce que ça vient pas envahissant. Donc, c'est un avantage pour moi d'avoir cette hypervigilance-là, mais il faut que j'en sois conscient que ça doit pas paraître sur scène et ça doit pas non plus m'amener ailleurs que la performance que je veux livrer. Ça se traduit pas mal comme ça, mais il y a d'autres aussi symptômes avec lesquels je dois dealer sur scène, c'est certain. Entre autres, et on va en parler tout à l'heure, c'est lors d'un événement traumatique que j'ai vécu, j'étais dans un véhicule fermé, il faisait très chaud, et lorsque je suis dans une pièce fermée, il fait très chaud, inconsciemment, je m'en viens en hypervigilance. Je le comprends. Ici, maintenant, je ne suis pas en danger parce que c'est une des phases. Il faut que tu reconnaisses que même si ton cerveau te prépare à « hey, il va avoir un danger », il n'y en a pas. Donc, tout ça se fait en forme de désescalade pour en arriver à revenir à un équilibre. Mais ça, on le voit même chez l'animal, là, ce type de processus-là, là, ce qu'on appelle le conditionnement de la peur, qui est un paradigme qu'on va utiliser en sciences pour évaluer le trouble de stress post-traumatique. Je m'explique. Oui. On ne peut pas, en milieu de recherche clinique chez l'humain, provoquer un trouble de stress post-traumatique chez quelqu'un pour comprendre comment ça fonctionne. Si vous allez être d'accord avec moi. C'est pas éthique. D'un point de vue éthique, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaie d'utiliser des proxys pour ce faire. Puis d'ailleurs, Steve, tu avais participé à une des études du laboratoire là-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on va amener l'individu à associer la douleur, qui est désagréable, à une stimulation qui, elle, est neutre. Un peu comme la chaleur. En soi, c'est une stimulation qui se veut neutre, sauf quand on la perd avec quelque chose de très, 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 très désagréable. Mais on appelle ça du conditionnement. On a conditionné le cerveau à apprendre que cette stimulation-là, qui est techniquement neutre, elle devient dangereuse. Donc, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on donne de légers chocs électriques aux gens
alors qu'il voit systématiquement apparaître une couleur spécifique à l'écran. Fait que, par exemple, à chaque fois que je te montre du bleu, je te donne un choc électrique, je t'en donne pas quand je te montre du jaune et du rouge. Okay? Donc, on conditionne l'individu à apprendre la peur et on peut le faire aussi chez les animaux avec certaines odeurs. T'sais. Donc, j'apprends à la souris que quand elle sent une odeur d'ammoniac, par exemple, elle reçoit un choc électrique. Puis, il y a des études qui ont montré que ce conditionnement de peur est tellement fort puis est tellement gravé de façon puissante dans le cerveau que même de façon intergénérationnelle, c'est-à-dire dans les progénitures de ces souris-là, par exemple, 2 générations plus loin, les bébés souris ont encore peur de cette odeur-là, même si elles n'ont jamais reçu de choc électrique en association avec cette couleur-là. T'sais. Donc, vraiment, c'est une association qui est très forte dans le cerveau. Puis même au suite du traitement là, du trouble de stress post-traumatique, même quand on voit des effets super bénéfiques sur la détresse, le fonctionnement, etc., il y a encore certains symptômes comme ça de conditionnement, de peur qui perdurent, tu sais, pour des... Ce trait-là, ou ce phénomène-là, d'un point de vue évolutif, c'est pas pratique parce que ça te permet justement d'avoir des instincts. Ben oui, c'est ultra important. Ça. Parce que c'est important, puis ça peut être très handicapant aussi, mais c'est important parce que si, par exemple, une génération apprend que, je sais pas moi, le tigre d'Amazonie, c'est super dangereux parce que ça peut te donner des blessures très marquantes, etc. Il faut que les progénitures aussi le sachent, tu sais, que ces animaux-là, ça peut faire mal. Donc, c'est important que ce bagage-là soit passé de génération en génération, mais bien entendu, ça peut amener certaines vulnérabilités aussi, surtout chez l'humain. Tout à fait. Un des aspects de cette étude-là avec les souris et les chocs, la question que j'avais dans ma tête, est-ce que, hypothétiquement, vous aviez envisagé que les souris peuvent communiquer également? Donc, les êtres humains, exemple, d'une génération à l'autre, certaines peurs peuvent être transmises par la communication. Est-ce que c'est une chose qui a été prise en considération dans l'étude? Oui, tout à fait, parce que les souris sont séparées à la naissance de leurs parents biologiques. Donc, c'est pas l'environnement, techniquement. Oui. Au contraire, ce qu'ils croient, c'est que c'est certaines modulations au niveau des gènes qui va amener cette crainte exacerbée pour une odeur, par exemple, ou pour un environnement spécifique. Donc, c'est une trace qui est forte. Puis, bref. C'est ancré. Moi, j'ai juste envie de revenir. Les triggers, mais c'est ça. Puis, c'est une des bonnes théorie pour expliquer, dans le fond, comment on développe un trouble de stress post-traumatique, c'est le conditionnement à la peur. Mais je pense que quand on revient dans l'idée du trauma, c'est que faut comprendre que c'est un événement généralement hautement stressant qui va déclencher un trauma, comme je vous parlais, un événement traumatique. Puis à ce moment-là, quand le cerveau encode un événement très stressant, il y a une super capacité de se rappeler des événements, sauf que il va avoir encodé les événements de façon très sensorielle. Fait qu'on va se rappeler des odeurs, on va se rappeler des sensations. Ouais. Et une des raisons pourquoi le trauma se développe, c'est que on va tellement avoir mis de l'accent sur ces cues-là qu'on va avoir oublié le contexte. Ah. Donc, à chaque fois que les mêmes éléments arrivent, mais c'est plus le contexte, ça nous ramène dans notre trauma. Puis je pense que Steven l'explique bien. Et ça revient à ta question. Tu sais, un trauma, là, je sais pas si c'était ça le punch aujourd'hui, mais un trouble de stress post-traumatique, on guérit pas de ça. On apprend à vivre avec. Et je pense que tu l'as très bien expliqué que maintenant, je connais mes réactions, je connais mes triggers. Je sais quelle journée dans l'année j'ai vécu. Je sais que cette journée-là, je vais filer morose. Donc, on apprend à vivre avec les réactions. Puis c'est en apprenant à vivre avec ces réactions-là que les gens commencent à être plus fonctionnels et avoir un apaisement. Mais ça va faire partie, comme on dit, de la mémoire autobiographique toute sa vie, tu sais. Très intéressant ce que tu amènes parce que, oui, les déclencheurs ne viennent pas nécessairement avec l'histoire ou l'événement parce que, comme tu as mentionné, le cerveau va faire une coupure. Exact. Et dans mon cas, il y a des coupures qui se sont faites et il y a des grands bouts que je ne me rappelle pas du tout. Donc, est-ce que c'est pour moi, je vois ça un avantage parce que c'est souvent beaucoup moins intrusif, à mon avis, d'en avoir oublié des bouts. Mais encore là, il y a tout le travail dans le subconscient qui est fait. Puis, Mais c'est là que la recherche est intéressante, parce que cette dissociation-là qui fait qu'on a comme une perte de mémoire de certains éléments du trauma, dans certaines recherches, on va voir que ça l'aide parce que vu qu'on n'a pas encodé, on ne s'en rappelle pas nécessairement que c'est un trauma, mais toute l'association, on feel weird avec ça. Mais dans d'autres études, on voit que des fois, cette incapacité-là à se rappeler de toute l'histoire fait en sorte qu'on se maintient en trauma parce que une façon de réduire la symptomatologie, c'est de reconstruire l'histoire et la remettre dans son contexte pour comprendre que c'est un événement isolé.
La thérapie, c'est souvent ça. On va amener les gens à reparler à répétition du Exposure trauma, le prolonged exposure therapy, dans le fond, une des bonnes pratiques. Et quand les gens ont dissocié, donc ça veut dire qu'ils ne se rappellent plus, bien là, c'est difficile de reconstruire l'histoire dans un contexte. Mais c'est pour ça que quand on regarde là, l'efficacité des thérapies, les meilleures thérapies pour le trauma, pour monsieur, madame, tout le monde, là, la population générale, les taux d'efficacité sont environ de 50 %. OK. Mais c'est plus que je pensais. Après combien de Après, séances? ils disent 8 à 12 séances là, dans Sur les combien de protocoles. temps? Sur un an environ. Là, mais généralement, on va beaucoup plus loin que 12 séances. Par mois. Mais Oui, avec ça les dépend, militaires... ça dépend de la capacité à tolérer. Ben, c'est ça. Je ne sais pas si tu auras le temps d'en parler, mais c'est des thérapies très exigeantes. Sauf qu'avec les militaires, le taux de succès, ça ne va pas plus haut que 20 % là, de ces Y a-t-il une thérapies. raison? C'est drôle. J'amène comme hypothèse que peut-être que le militaire typique ou le vétéran typique a besoin de résultats rapidement, de par la nature du travail. C'est une hypothèse que j'apporte comme ça. Je suis d'accord. Mais moi, je le vois beaucoup avec les pompiers, les policiers, les paramédics. C'est des gens que là, ils vont en thérapie, puis let's go, ça me prend des résultats. Oui, ça prend un tout de suite. résultat. Moi, je leur dis non, on va aller à l'inverse là, de ce que tu es habitué de faire. Ouais. Mais il y a aussi que, n'oubliez pas non plus que quand vous êtes militaire, vous êtes pompier, policier, vous avez généralement des personnalités qui sont résistantes au stress. À la base, vous avez eu un conditionnement pour être capable de faire ce travail-là. Donc, revenir en arrière puis vous dire, tu sais, les réactions que tu as là, je sais que dans ton milieu, c'est comme si tu étais faible puis t'es fini. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est que ça montre que tu es humain puis que si tu es capable de les gérer, tu vas être encore plus efficace. Donc, il y a un travail sur l'identité, sur les croyances fondamentales à faire qui est plus difficile avec des gens qui se seront conditionnés pour faire le contraire. Puis est-ce que d'avoir cette espèce d'entraînement-là ou d'être un peu genre protégé de ça parce que tu es habitué, tu es exposé, tu es entraîné pour ça, est-ce que ça peut favoriser? Parce que ton seuil de stress avant que ça fonctionne plus. Un des facteurs de risque, c'est plus tu en accumules des événements sans les traiter comme il faut, comme dans des auto-soins, mais plus qu'à un moment donné, tu deviens à risque. Donc, c'est sûr que... Si ta ligne est plus haute. Sauf que maintenant, c'est ce qu'ils font beaucoup là, à l'armée, avec les policiers, les pompiers, c'est qu'ils vont les entraîner à faire face à des événements hautement stressants, sauf qu'ils vont les éduquer en leur disant « Oui, mais il peut avoir une conséquence psychologique. » Ils vont leur apprendre à mieux reconnaître ces conséquences-là pour pouvoir agir rapidement. Parce que plus on agit rapidement, plus on a de chances de prévenir l'émergence du trouble. Plus on est conscient aussi de la problématique. Exact. Quand on est dans le déni de la problématique, on n'est pas encore en phase 1 pour essayer de prendre ça en charge. Là. Exact. Donc, Tu parlais d'une différence d'efficacité du traitement chez les militaires, pompiers, policiers, etc. Est-ce que tu vois des différences sexuelles aussi? Si c'est une femme qui a vécu un trauma versus un homme, est-ce que l'efficacité du traitement est la même? Tu connaissais-tu la réponse? Non, je la connais ok. pas pantoute. Mais Non, la réponse m'intéresse. Mais c'est pas un test. en fait, sur les niveaux de l'efficacité de la thérapie, je pourrais pas te répondre, ok, parce que j'ai pas les chiffres par cœur. Mais quand on regarde le trouble de stress post-traumatique, il y a 2 fois plus de femmes Ouais. que d'hommes qui le développent. Ouais. Ok, puis là, on pourrait embarquer, il y a des raisons biologiques à ça. Ah, j'en connais plein des bios, j'aime ça. Avant que vous envoyiez toute votre théorie sur la table, là, Ouais. On est trop théorique, ça, c'est ça qu'il faut que je comprenne. là. non, pas du tout, pas du tout. qu'on veut. J'adore ça, je suis là. J'aimerais ça envisager les personnes qui sont davantage stickées sur les images. Les gens qui ont plus une mémoire photographique qu'une... Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'impact pas l'impact, mais la possibilité de développer un ESPT? C'est un facteur de vulnérabilité, dans le fond? Facteur de risque peut-être Ah, tu plus dis, grand. mettons, les habiletés mnésiques. Oui. Si tu as une meilleure mémoire que la moyenne Photographique, des ours. donc là. ton pourcentage de chance de développer un ESPT est plus grand. Écoute, ça, je connais pas d'études à ce sujet-là. Par contre, si je reviens avec la différence homme-femme, une des raisons biologiques qui explique, puis ou même, je dirais, le neurologique qui explique pourquoi les femmes sont plus à risque, c'est que les femmes ont plus tendance à avoir une mémoire émotionnelle, sensorielle, et les hommes plus une mémoire, tu sais, comme les lieux. Moi, je vais me rappeler cette journée-là, il y avait tel veste, tu sais, comme mettons là, j'espère que ma blonde, elle l'écoutera pas. Mais tu sais, quand On va y envoyer. tu sais, la journée que ma fille est née, Ouais. là, moi, je vais dire, c'est le plus beau jour de ma vie.
Mais bon. Tu l'as pas vécu Mais comme ça. tu sais, comme ma blonde, elle se rappelle comment que, tu sais, elle était bien, puis là, comment qu'elle se sentait, puis il y avait la musique. Mais moi, je me rappelle que j'ai mangé un pad thai. OK? Puis, Alors, je comprends. On y va avec ce qui nous marque le plus. mais c'est parce que notre cerveau est fait différemment, Ouais. je pense qu'il faut le dire. Donc, les femmes aussi, une des raisons, c'est parce que leur encodage va être beaucoup plus sur « j'ai eu peur cette journée-là, il fallait que je me protège, il fallait répondre rapidement ». Donc, c'est une des Oui, théories qui c'est explique. la réactivité au stress aussi, on le sait, est différente entre les hommes et les Exact. femmes. Puis les femmes, quand on vit des situations comme ça à caractère émotionnel très élevé, en fonction de la phase du cycle menstruel aussi, il faut dire, là, ça va avoir une influence différente là, Ouais. selon où on se trouve dans le cycle, mais en moyenne, on va sécréter plus d'hormones de stress que les hommes vis-à-vis de ces situations-là, ce qui fait en sorte que la trace mnésique dans le cerveau, elle peut se graver de façon plus importante chez la femme que chez l'homme, mais ça dépend énormément de où on se trouve dans le cycle menstruel, là, tu sais, OK. en fonction Est-ce que ça de... dépend des capacités physiques, de la perception des capacités physiques à se défendre? Tu sais, mettons, je prends la peur. J'en ai aucune idée. OK. Honnêtement, Mais- j'en ai aucune idée. Mais écoute, plein de choses qui me viennent en tête en même temps. Si je prends là, ce que tu dis, en fait, il y a d'autres théories aussi au niveau plus cognitif qui se disent qu'est-ce qui fait que les gens développent un trauma, mais des fois, c'est des croyances par rapport à soi, puis notre auto-évaluation de nous dans une intervention. Donc, pourquoi peut-être que tu sais, les policiers, les pompiers comme vous, tu sais, les taux là, de stress post-traumatique, tu sais, on n'a pas parlé, là, mais dans la population générale, là, à vie, là, c'est à peu près 75% des gens qui vont vivre un événement traumatique dans leur vie, puis là-dedans, c'est 9% qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. C'est peu. OK? Mais quand on regarde, par exemple, les policiers, les paramédics, les pompiers, qui y en vivent quasiment chaque semaine, ben ça va varier de 17% à 25%. Mais c'est juste parce qu'ils ne nomment pas. Mais là, c'est parce que ça, c'est l'affaire aussi. Là. Est-ce qu'il y en a qui, tu sais, ils refoulent. ont-tu assez de symptômes pour avoir le trouble? Ils sont-tu dans le déni? Ils sont-tu en train de minimiser? Ça, on le sait pas. Toutes les données, c'est les données qu'on sait parce qu'elles ont été. C'est Mais, auto-rapporté. c'est ça. exactement. Mais quand même, ils sont quand même exposés à chaque jour. Fait que ça veut dire qu'ils sont capables d'accumuler longtemps. Donc, si je reviens avec ta question. Moi, j'ai accumulé longtemps. Mais sauf que, tu sais, le fait d'avoir eu cet entraînement-là, d'être en forme physiquement, d'être capable de se défendre, ben oui, c'est parce que dans la situation, tu vas t'avoir senti plus compétent. Sauf que le jour que tu arrives dans un événement, que là, tu figes, là. Oui. Puis là, tous tes partenaires, ils sont capables d'intervenir, mais là, toi, tu figes, là. Là, ça va être pire parce que là, tu vas dire, je suis plus capable de faire la job, puis en plus, j'ai mis en danger mes collègues. Et là, toute la culpabilité, la pression augmente. Et là, ça devient un facteur de risque pour déclencher le trouble. Puis au niveau du traitement, on le sait-tu? Tu sais, est-ce que, par exemple, la thérapie cognitive comportementale, ça fonctionne-tu mieux chez les hommes en comparaison aux femmes? Je ne sais On pas, par exemple, au Moi non niveau plus, je sais du pas. sexe. Ça. C'est une super Ouais. bonne question. Mais tu sais, on Il parle de la faudrait prendre thérapie. aussi les groupes d'âge. Ouais. Faut- Il y a beaucoup de facteurs, tu sais. Mais la thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le trauma, c'en est une, là, qu'on a Oui. parlé tantôt avec l'exposition prolongée. Il y a aussi ce qu'on appelle le EMDR. Oui. Mais il y en a beaucoup Le de... MDR, décris-nous donc ça. Ah, le MDR, je ne suis pas un spécialiste, OK? Ben non, mais C'est le Eye Movement Desensitization Readaptation. Hey, je me rappelle même C'est pas. ça, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. Bon. Ouais. C'est un peu, c'est la même base que la thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le trauma, là, Oui, l'exposition c'est- prolongée. Mais parce que dans la thérapie, le thérapeute va ramener la personne à reparler à répétition à son événement traumatique. Donc, on parlait du conditionnement de la peur. Là, on va le reconditionner. Tu sais, dans le fond, on va le reconditionner dans le bureau à parler de l'événement, à revivre l'événement, mais dans un lieu neutre, dans un lieu Sécuritaire. sécuritaire. Donc, plutôt qu'au début, là, quand il nous parle de l'événement, il monte à 10 sur 10 sur une échelle de stress. Mais à force de le faire, il s'habitue, puis il voit qu'il n'est pas en danger, puis il revoit l'histoire avec nous. Là, il va, à un moment donné, il va le dire, puis il est rendu à 8. Il était à 6. Donc, Ouais. exactement. Donc, on dédramatise, on revit les émotions beaucoup qui ont été refoulées et tu parlais de safe space, d'endroits, Ouais. comment en français? Sécuritaire. Sécuritaire, j'aime ça. Endroit sécuritaire, c'était très francophone. Donc, tu vas trouver aussi dans ta tête un endroit sécuritaire parce qu'il est possible que le lieu ne le soit plus. Mais dans ta tête, tu vas toujours trouver ton safe space. comme. Fait que c'est de casser le réflexe puis de l'associer à quelque chose de plus apaisant. C'est de pouvoir aller ailleurs. De pouvoir aller ailleurs lorsque, justement, tu es envahi. Tu as une place pour te réfugier en attendant de ramener l'intensité de l'émotion à un niveau raisonnable pour, après ça, continuer. Puis- Donc c'est ça, tu sais, ça remet en contexte l'événement, fait que ça montre que c'est un événement isolé, puis qu'on revoit aussi, tu sais, à quel point
si tu te sentais coupable, puis on dit, tu sais, parce que souvent, là, les gens disent, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Oui, mais à ce moment-là, tu étais dans un état de stress, tu avais peu d'informations. Ça fait 3 ans que tu y penses à chaque jour, puis là, tu l'as analysé de, tu sais, si tu avais su, là, ce que tu sais en ce moment, tu aurais agi différemment. Fait qu'arrête de te culpabiliser. Ouais. Mais fait qu'on remet l'histoire dans une mémoire autobiographique de façon beaucoup plus contextualisée, donc ça l'aide, mais c'est aussi beaucoup une digestion des émotions. Parce que le trauma, c'est aussi ça. C'est des émotions qui ont été évitées, qui ont été mises de côté, puis qu'à un moment donné, là, c'est comme quand tu as on prend souvent l'exemple là, de ton armoire à Tupperware. Tu sais, au début, tu places tes Tupperware, mais à un moment donné, tu fais juste les pitcher dedans, chaque puis ils s'accumulent, puis à un moment donné, quand tu ouvres ton armoire de Tupperware, ils te tombent toutes d'en face parce que c'est le bordel. C'est un peu ça que les émotions des traumas. Fait que c'est ça que... C'est la meilleure analogie Ça n'est tout ever. Merci. Mais c'est pas moi qui l'ai pris. C'est pas moi qui l'ai inventé, en fait. Mais fait que c'est ça la thérapie. Puis dans le MDR, pour revenir à la question, c'est qu'en plus, le thérapeute va bouger ses doigts. Puis le mouvement des yeux qui regarde les doigts, gauche-droite, 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 aurait un impact sur la reconsolidation pour activer les neurones, pour reconsolider le récit de façon moins traumatique. Mais j'avais entendu aussi que cette technique-là, tu sais, qui est très débattue là, dans la littérature, il y en a qui disent ça marche, il y en a qui disent ça marche pas du tout. J'ai entendu dire que ça avait des effets très similaires justement à l'hypnose dont on parlait un petit peu avant l'entrevue, un peu plus tôt, parce que ça amène un espèce d'état de calme. Donc ça vient dans d'autres mots, tu sais, diminuer l'activation du système de stress. Une semi-hypnose, on pourrait dire même à un certain degré. Mais c'est que ça favoriserait après ça l'apprentissage de nouvelles informations, tu sais, dont c'est sécuritaire. Et ceci étant une information aussi. Moi, ce que je peux vous dire, je sais pas, je sais que c'est controversé là, l'aspect du mouvement des yeux parce que quand on arrive à la fin, on se rend compte que c'est presque autant efficace que la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, tu sais, allez-y si vous voulez faire ça. Des fois, il y a l'hypothèse aussi que, tu sais, c'est pas facile. Là. Steven, je te demandais de reparler de tes événements traumatiques aujourd'hui. Là, je pense que tu as fait beaucoup de parcours avec ça. Oui, j'ai désensibilisé beaucoup d'émotions face à cet événement-là. Là, on prend juste cet événement-là, mais il est arrivé plus d'un événement. Mais c'est souvent celui qui est le plus dominant, lequel on va s'attaquer au début. Est-ce que c'est ça qu'on parlait tantôt, d'accumuler les stress, puis à un moment donné, il y en a un qui est de trop? Il y en a un qui est plus dominant que les autres et tu vas le réaliser assez rapidement. Là. OK. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que dans la thérapie, c'est difficile. Tu sais, les gens, là, ils viennent pas là de gaieté. Là, ils savent là, qu'on va leur parler, puis on va leur refaire. Ça fait des années, OK? Ça fait des années qu'ils évitent tout ce qui a lié avec cet événement-là. Puis là, ta thérapie, là, on va y aller dedans, tu sais. Puis c'est quelque chose parce que là, moi, je vais te faire raconter ton récit pendant au moins 45 minutes pendant la séance. Je vais t'enregistrer. Je vais te demander cette semaine de t'écouter. My God. Puis 5 fois dans ta semaine de 1 heure. Donc, tu sais, ça fait que là, les gens, ils ont de la difficulté. Tu deviens difficulté cœuré t'entends. Puis pour certaines personnes, les événements étaient vraiment intenses. Donc, ils sont même plus... Ils sont devant moi dans le bureau ou avec le thérapeute et là, ils vont dissocier. Ils déclenchent complètement pendant la thérapie. Donc, est-ce que le mouvement des yeux aide c'est comme un appui visuel qui te permet d'être plus sécuritaire? De te grounder. D'être ancré dans le moment. Parce qu'on voit là aux États-Unis avec les vétérans, ils se rendent compte que des fois, c'est peut-être l'exposition au récit qui est trop difficile. Fait qu'on commence de plus en plus à faire la thérapie avec la MDMA. Avec du cannabis pour justement amener un état un peu plus d'apaisement et euphorique, en microdose, on s'entend, là, pour permettre à la personne de pouvoir faire son récit. Et tout dépendamment de la personnalité aussi, baisser certaines inhibitions que certaines personnes qui sont plus introverties pourraient avoir. Mais je voudrais témoigner du fait que si vous avez déjà essayé une forme de thérapie, on en a mentionné, ayez pas peur d'aller en essayer une autre. Et une autre. Et si vous n'êtes pas à l'aise non plus avec votre thérapeute, votre intervenant, changez-le. C'est pas, des fois, c'est juste un mauvais match où est-ce qu'on ne se sentira pas suffisamment confortable, on ne se sentira pas suffisamment à l'aise. Ayez pas peur de suggérer un changement de thérapeute durant le processus. C'est une relation de confiance. Exactement. Et ça doit s'installer avant même avant même de commencer. Que le processus se fasse. Ah, tout à fait. Puis il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, Steve, que je voulais qu'on jase. La fonction des symptômes. Parce que dans le fond, les symptômes existent, mais je veux dire il y a une raison pour laquelle ces symptômes-là existent par rapport au corps. Oui, bien,
La reviviscence. Hein? Quand que, dans le fond, là, t'as des... Tu sais, on a parlé le flashback. Le flashback, Ouais, c'est ça, comme... c'est le premier qu'on a parlé. Ça, c'est comme... Les gens pensent que c'est comme, là, tu sais, dans District 31 ou dans des émissions à télé, là, que ça dure 8 secondes puis ça a comme une musique tragique derrière. Là. C'est pas ça pantoute. Steven, je pense que tu pourrais nous en parler. Là. C'est comme un flash, mais ce flash-là, d'un quart de seconde, il scrape ta journée. Là. Ben oui, ben, dans le fond, c'est un trigger. C'est l'exposition rapide à une image ou un son où c'est très rapide, mais c'est envahissant. Et puis, il y en a que ça va jusqu'à la crise de panique. Là. Ah, tout à fait. Mais ça, puis les pensées intrusives, que tu marches ton chien, puis bang, tu as cette image-là qui te vient en tête, ou que là, Moi, j'en avais, moi, tu sais, je sais pas, j'ai jamais su si j'ai eu le diagnostic du trouble de stress post-traumatique, mais il y a un temps, quand je travaillais en protection de la jeunesse, j'en avais des mandats qu'évaluer les situations d'abus sur des enfants. Puis j'avais fait des histoires, tu sais, sur des enfants en couche. Puis moi, j'avais ma petite fille à cet âge-là, elle avait 1 an, puis à chaque fois que je changeais sa couche, là, j'avais juste des dossiers qui me venaient en tête, tu sais. Mais ça, là, toute cette reviviscence-là, ou ça peut être dans les cauchemars, ou ça peut être des odeurs, c'est la fonction de... Ton cerveau t'envoie le message qui te dit « Hey, t'as été témoin ou t'as vécu quelque chose là, qui est anormal. » C'est pas normal vivre ça dans une vie. Même si le militaire, il pense que c'est normal parce qu'il a été entraîné pour ça, mais pour l'être humain, là, ça va toujours rester anormal. C'est menaçant. C'est menaçant. Et là, en ce moment, là, dans ma mémoire à long terme, là, il y a trop de red flags autour. Là, puis il y a trop de rappels qui vont me déstabiliser, me mettre en détresse à chaque fois que je vais avoir associé quelque chose à cet événement-là. Donc, je t'envoie un message en disant, il faut que tu prennes le temps de digérer cet événement-là, d'y refaire du sens et d'y repenser pour le remettre dans son contexte, parce que je ne peux pas vivre avec le système d'alarme tout le temps élevé comme ça. On Donc, va ça, faire semblant que ça n'existe pas. Exactement. Ouais. Donc, quand tu as ces reviviscences-là, c'est pas le fun. Là. Non, et tu peux avoir des réactions aussi qui sont disproportionnées. Physiologique. Physiologique. Et c'est souvent, tu sais, on parle de préjugés, c'est souvent un des préjugés que les gens ont envers les gens qui ont un SPT. C'est ce blackout-là, cette période-là où est-ce qu'ils ne sont pas conscients, complètement déconnectés de la réalité. Et souvent, ça va se traduire par la violence. Donc, ça, c'est un des préjugés que je dois combattre à tous les jours dans ma position comme humoriste, comme personnalité publique. Parce que Rambo 1, là, c'était ça. Là. Il revenait, il était en trouble de stress post-traumatique, puis il est parti dans une affaire de super-violence. Il voyait tout le monde comme une menace. Exact. Et la menace, souvent la réaction, surtout pour un guerrier, ça va être la violence. C'est pas le cas, puis c'est pas que ça se traduit pas comme ça pour tout le monde. Il en arrive, on en voit dans les médias, ça se traduit pas comme ça pour tout le monde. Et souvent, il y a une maladie mentale aussi qui n'a pas favorisé d'avoir été dans un événement traumatique. Tu vas sûrement nous en parler, mais les humains qui viennent à la naissance avec des troubles de santé mentale et qui les développent, au moment qu'arrive l'événement traumatique et le diagnostic tombe de SPT, ben, ils ont à composer avec quelque chose d'un casse-tête beaucoup plus compliqué. Exact. Mais ça, c'est vrai, c'est un facteur de risque. Avoir déjà un trouble de santé mentale fait en sorte qu'on est plus à risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Fait que, tu sais, on a parlé la reviviscence, ça a la fonction de dire, faut que tu te rassoies puis que tu digères, tu prennes le temps d'évaluer ce que tu as vécu puis d'y redonner du sens. Mais ça, comme on disait, c'est pas facile à vivre. Fait qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on a une reviviscence? On évite. Fait que l'évitement, ça a la fonction de quoi? Ça a la fonction d'une pause temporaire puis de soulagement rapide et efficace. Sauf que plus tu évites, plus tu as des reviviscences. Donc, tu embarques dans une espèce de boucle. Fait que là, à un moment donné, ça va jusque dans le changement dans les croyances et dans l'humeur. Ben là, à un moment donné, l'évitement, là, c'est juste un band-aid à court terme. Là. Fait que je suis aussi bien de changer ma vision du monde. Je suis aussi bien d'arrêter d'aller voir du monde. Je vais rester tout seul chez nous parce que aller dans une fête, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a quelqu'un qui va me parler de la guerre. Il y a quelqu'un qui va vouloir me parler de ça. Mon oncle il va être trop content. Il va être sur le party. Je ne suis plus capable de vivre des émotions fortes. Je suis pris avec les miennes. Donc là, les gens, là, c'est un peu comme The Wall. Là, ils vont s'isoler, ils vont rester tout seuls. C'est quoi la fonction de ça? C'est de prendre une pause des émotions. Mais je suis plus capable de vivre tous les stimuli. Exactement. Puis finalement, l'hyper-éveil, là, c'est que ça a quoi la fonction? Mais c'est la fonction du stress. C'est que j'ai tellement eu peur pour moi, pour autre personne, que je dois être toujours vigilant. Donc, c'est ça la fonction. Puis l'hyper-éveil, ce que ça fait, c'est que ça fatigue. Hein? Tu sais, d'être toujours là. Oui. Ah oui, c'est épuisé, là. Energy consuming, c'est pour ça.
puis tu deviens irritable, puis on en a parlé, puis les militaires, hein, dans leur réaction aussi, c'est de devenir hyper violents eux-mêmes. Il y a des histoires de militaires là, aux États-Unis que moi j'avais vu dans des congrès qui venaient témoigner qu'après 2-3 déploiements, quand il était en PTSD ou en trouble de stress post-traumatique, lui, à un moment donné, là, il a été volé une auto dans Brooklyn, il l'a pris, puis il a roulé jusqu'au Mexique, dans des quartiers là, dangereux pour aller là-bas, puis juste foutre la merde là-bas. Puis il avait besoin de ça pour se ressentir en vie, parce qu'à un moment donné, tes émotions en sont rendues flat. Il y a une espèce dégourdissement émotionnel. Donc, si tu veux ressentir quelque chose, il faut que tu sentes quelque chose d'aussi intense que tu as vécu à la guerre. Fait que il y a tous ces aspects-là. C'est un beau cercle vicieux qui peut Exactement. s'installer, j'imagine. Donc la fonction, on en a parlé, mais ce qui est intéressant, c'est pas intéressant, c'est ce qui est difficile, c'est que les symptômes du stress post-traumatique favorisent le maintien dans le stress post-traumatique. Okay. Fait que faut casser la roue maintenant. Il y en a beaucoup qui aiment l'hypervigilance aussi. Ils aiment ça, ils voient ça comme un asset, un avantage. Mais ça bouffe beaucoup d'énergie et il y a d'autres choses qui sont pas... Ben, le comportement n'est pas normal. Là. En fait, si tu n'en prends pas connaissance et tu n'essaies pas de diminuer cette intensité-là dans l'hypervigilance. J'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu vas vouloir me répondre, mais est-ce que tu crois que d'avoir été exposé comme ça de façon régulière à des dossiers qui peuvent avoir il y a un potentiel traumatique, d'avoir amorcé une déconnexion émotionnelle? Si moi j'ai vécu ça, c'est clair qu'à ce moment-là, j'étais complètement... complètement, du moins. Mais pour vrai, à la fin de mon temps en protection de la jeunesse, puis c'est assez typique, là, c'est comme tu traites tes clients un peu comme des dossiers, puis tu te dépersonnalises complètement. Donc, tu es obligé de créer une barrière émotive parce que sinon, ça vient te chercher, puis tu n'es plus capable de faire ton travail, mais en étant plus capable de faire en étant plus capable d'être en connexion émotionnelle avec eux, mais l'alliance de travail, elle se fait pas. Fait que tu deviens très autoritaire, puis tu appliques la loi, puis... fait que pragmatique. Très pragmatique, mais en même temps, pour les gens qui vivent le système de la protection de la jeunesse, ça les met en panique, puis ils se disent que non, ils sont bien froids, ce monde-là. Puis... Donc oui, non, c'est ça que ça Je suis allé en famille d'accueil parce que ma mère est décédée, j'avais 8 ans. Donc, à mon avis, mes premières déconnexions émotionnelles se sont faites avec le décès de ma mère. Dans mon cas, c'est pas juste un événement, mais c'est plusieurs événements, dont les événements qui ont été vécus sur le champ de bataille. C'est probablement encore aujourd'hui le prix le plus cher que je paye de ma carrière militaire. C'est d'avoir de la difficulté à me reconnecter 100% avec mes émotions. Et je me souviens encore très bien ce que je pouvais ressentir. Puis comme exemple, pour une femme dans ma vie. Et jamais plus, je crois, que je vais être capable de revivre cette intensité-là. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu peux traiter? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Je continue à progresser dans la psychothérapie, pas de façon active, on fait beaucoup de maintien, mais je continue, dans des moments plus difficiles, à faire ce que je faisais avant même d'amorcer les psychothérapies, c'était faire de l'exposure therapy. Donc, par moi-même, j'allais écrire sur un morceau de papier mon histoire de façon répétitive et je la brûlais. Je trouvais qu'elle avait une signification. Exactement. Donc, et d'une fois à l'autre, je réalisais que j'ajoutais beaucoup moins de détails à l'histoire. Donc, ça venait pour moi... je faisais comme... J'avais l'impression que je me débarrassais du travail que je faisais, mais je réalisais qu'il y avait une progression dans le sens que je n'avais pas besoin de tout énumérer les choses, puis il y avait certaines choses qui avaient été davantage acceptées, ou du moins, c'était plus facile à tolérer. Mais ça, c'en est une thérapie aussi, la Writing Exposure Therapy, là, que dans le fond, on fait écrire... Moi, ça a été celle qui a le plus fonctionné pour moi. Pour certaines personnes, là, puis il y a des études qui montrent qu'il y a un lien entre que le crayon, là, le travail du crayon et la connexion au cerveau va accélérer un petit peu la digestion. On le voit même dans je veux dire, l'étude. Tu sais, quand tu étudies à l'école, ils disent, fais pas juste lire tes notes. Le fait d'écrire, on dirait que ça rend ça plus vrai, plus tangible. Ça pourrait avoir un lien avec le mouvement des yeux? Très bonne question. Faudrait le tester. Mais tu sais, en thérapie, c'est ce qu'on va faire surtout. Là, puis, tu sais, j'ai Steven à côté de moi, un homme, un gros gaillard à côté de moi. Tu me sens-tu solide? Oui, mais je sens que tu en as fait du travail parce que généralement, quand ils arrivent dans mon bureau, je veux dire, c'est des gens que ça fait des années qui ont... Pour fonctionner, ils se sont déconnectés à leurs émotions.
Fait que c'est adaptatif. Tu sais, pense aux policiers, aux pompiers quand ils interviennent dans une situation là, comme premier répondant, qu'il y a un enfant qui est en arrêt cardio-respiratoire, t'as la mère qui est catatonique, le père qui capote. Si tu te mets toi-même à pleurer, c'est pas fonctionnel. Fait que là, ils ont appris à se déconnecter d'émotions pour pouvoir être fonctionnels. Le problème, c'est que quand ils reviennent à la maison, s'ils ne se reconnectent pas à leurs émotions, c'est là que l'émotion, là, ton plat Tupperware, là, dans ton armoire, il s'accumule. Donc, et c'est drôle, ça revient avec notre autre podcast qu'on a parlé, c'est toute une notion d'apprendre à accepter les émotions et à les gérer. Donc, c'est ce qu'on fait aussi en thérapie. Donc, il va y avoir le volet, on revoit l'événement, on va atténuer, on va amener un processus d'habituation qu'on appelle aux réactions, aux triggers, mais en même temps, on va t'apprendre à reconnecter avec tes émotions. Et quand, si tu revis d'autres événements, bien, plutôt que de le mettre de côté, tu vas prendre le temps de dire aux autres autour de toi, non, moi j'ai besoin d'une semaine pour moi, là. J'ai un travail à faire sur mes émotions. Donc, on leur apprend à faire une régulation émotionnelle plus efficace. Puis, est-ce que tu penses que faire de la scène, puis faire du stand-up, puis faire rire du monde, ça peut être d'une certaine façon un exercice pour reconnecter tes émotions? Parce que t'as pas le choix d'être super ouvert puis d'être super pour que ça fonctionne. Mais moi, je pense que oui. Mais il y a beaucoup aussi de vétérans ou d'ex-policiers qui vont plus devenir un petit peu comme des porte-paroles puis qui vont parler de leur expérience à des gens pour sensibiliser les autres gens. Parce que là, on parle du trouble de stress post-traumatique, mais de plus en plus, il y a de la recherche sur la croissance post-traumatique. OK. Une fois que tu as compris que tu as eu un trouble de stress post-traumatique, une fois que tu as compris les réactions, mais maintenant, il y a une croissance qui vient avec ça. Tu n'es plus la même personne dans le sens que tes valeurs ont changé, tes perceptions de toi-même ont changé, puis c'est plus juste du négatif, il y a du positif qui se sont faits. Je peux passer au travers de ce type d'événement-là. Exactement. J'ai gagné en maturité énormément. Exact. Énormément. Une des choses que je voulais témoigner, c'est avec plusieurs collègues qui étaient mes collègues de travail, qui sont passés aussi au travers des soins puis des services. Une chose que je remarque des fois dans le résultat, c'est la personnalité. La personnalité joue un grand rôle. Les gens qui sont plus introvertis vont peut-être, des fois, de par mon échantillonnage, ma perception, avoir plus de difficultés. Les gens qui sont plus extravertis ou les gens qui ils ont beaucoup de confiance en eux vont davantage... ils vont moins percevoir, je pense, le grand danger parce qu'il y a une portion de j'ai confiance en moi, je suis capable de dire non, je suis capable. Et si je vois là, je me sens pas bien, je suis capable de reculer. Mettre ses Donc, limites. de mettre ses limites, ça vient avec la capacité de... tu l'as bien C'est qu'en résumé. fait, il doit y avoir des facteurs qui font que les traitements fonctionnent mieux ou non. Là. En général, tu dois avoir des traits ou des trucs comme ça qui font que tu réagis mieux ou moins bien au traitement. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je suis pas... Il y a un mot là, qui est très controversé en recherche, c'est le terme résilience. Là, je ne vais pas embarquer dans le débat, mais c'est vrai qu'il y a des caractéristiques pour certaines personnes qui vont faciliter le processus thérapeutique. On parlait d'aller dans une foule. J'ai pas peur d'aller dans une foule parce que je suis capable j'ai le potentiel de m'extirper de ça facilement. Donc, quelqu'un qui ne verrait pas la possibilité de le faire systématiquement par lui ou elle-même, ben, ça peut être plus problématique. T'sais, juste tantôt, on disait les femmes sont 2 fois plus à risque de développer le trouble, mais les femmes vont aller chercher de l'aide bien plus vite. Oui, c'est ça. Hein? Fait qu'un coup qu'ils l'ont, ils ont plus de facilité à aller chercher de l'aide puis à faire le processus thérapeutique. Mais Il y a encore quelque là, chose par rapport à l'œstrogène ou la pilule contraceptive? Écoute, c'est fou. Il y a des études, tu sais, c'est connu depuis un certain temps. Là, les femmes sont plus susceptibles de souffrir de troubles de stress post-traumatique, mais aussi de plusieurs autres pathologies comme l'anxiété, la dépression. Puis c'est une différence qui émerge surtout à la puberté. C'est-à-dire que chez l'enfant prépubère, on voit des ratios quasi 1-pour-1 là, entre les filles et les garçons. Puis à partir de la puberté, de l'adolescence, il y a comme une grosse différence qui émerge entre les garçons et les filles. Donc, évidemment, on s'est tourné vers le cycle menstruel là, pour essayer d'expliquer ça, parce qu'on se dit, homme, femme, c'est quoi une des différences? Les femmes ont plus d'estrogène et de progestérone. Non seulement ça, mais elles cyclent au cours du mois, tandis que les garçons sont stables au niveau de ces hormones-là. Puis il y a des études récemment qui ont montré que les femmes qui, lors de l'exposition à un événement à caractère traumatique, avaient des concentrations d'estrogène plus élevées en fonction de leur cycle menstruel, avaient des symptômes post-traumatiques plus élevés aussi, mais
quand ils suivent un traitement, ils s'en remettent plus vite. Puis, Tu sais, quand c'est fou. dans la fameuse semaine, là, Ouais. là, on est 3 gars, ça apparemment parler de ça avec C'est toi, toi qui as Catherine. parlé. Est-ce qu'on Mais a- en groupe de stress post-traumatique, You're on non, your mais own. dans cette semaine-là, pour vrai, les probabilités de développer le trouble est encore plus élevées parce que l'estrogène est dans le tapis, puis l'estrogène active l'amygdale, puis tu sais, fait Mais est-ce que justement cette surproduction-là d'estrogène fait augmenter la testostérone aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? La Tu veux dire surproduction quand- d'estrogène fait monter aussi En fait- la quantité de testostérone. Le moment dans le cycle où la testostérone est la plus élevée, c'est autour de l'ovulation. OK. Puis c'est le moment où les quantités d'estrogène puis de progestérone sont très élevées aussi. Mais c'est un peu complexe parce qu'en endocrinologie, là, fait que le milieu des hormones, on regarde pas juste la concentration pure de l'hormone, c'est-à-dire beaucoup estro, Ouais. beaucoup progestérone. On va regarder comment elles sont élevées l'une par rapport à l'autre. Fait que la testostérone est élevée à ce moment-là du cycle, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va amener plus de comportements agressifs, plus de comportements de fight or flight ou peu importe. ouais. Fait que pour l'instant, moi, je connais pas d'études qui montrent un lien systématique avec testostérone et symptômes post-traumatiques. Je sais pas. Bébé, si tu me permets, j'embarque sur une anecdote. Non. Puis ça va dans cette lignée-là. Par moi-même, systématiquement, quand j'ai commencé à développer mes plus gros signes et symptômes, une des choses que plusieurs membres faisaient, pas juste pour augmenter leur performance, mais pour sortir des épisodes plus dépressifs, on allait chercher une thérapie testostérone. Donc, c'est la première chose que j'ai fait, c'est qu'essayer de m'auto-médicamenter sans nécessairement d'avoir de C'est quoi une thérapie Ouais, de c'est quoi? testostérone? je vous explique ça, mais sans nécessairement avoir une déficience en testostérone. Au contraire, mon taux de testostérone était quand même élevé. Et j'avais eu vent d'une étude aux États-Unis qui avait été faite avec des vétérans américains où est-ce qu'on donnait de la testostérone et ça l'aidait à passer au travers des phases dépressives et certains réussissaient à avoir une meilleure qualité de vie après un diagnostic de syndrome post-traumatique. Puis Dans- mais c'est qui te donnait de la testostérone? C'était Mais comme- la première personne que j'ai été allé voir, c'était un urologue. L'urologue a définitivement refusé. Après ça, je suis allé voir. C'est ça, j'étais comme te dis Oui. oui. Premièrement, on va faire un parallèle. Au Québec, ça ne pourra pas arriver. Où je suis allé chercher la thérapie en Ontario avec un médecin. OK, c'était pas un pocheux, là. Non, Tu sais, non, c'était- pas du tout. OK. C'était médical. Oui, oui. Tout OK. était médical. On se devait d'avoir une prescription et d'être suivi par Santé Canada parce qu'il y a des taux de testostérone que tu ne peux pas dépasser. Et c'est Dr. Patterson, qui était un peu plus avancé, je crois, dans l'expérimentation parce qu'il a fermé sa clinique éventuellement après une dénonciation. Mais non, mais L'histoire est mieux Ouais, en c'est ça, mieux. là. l'histoire est intéressante, mais vous savez que c'est evidence-based medicine, donc il n'y avait pas d'études justement sur ça. Et les Américains avaient échoué avec cette étude-là de thérapie de testostérone parce que les doses n'étaient pas contrôlées non plus. Ah, puis c'est parce que ça peut avoir des conséquences dévastatrices, ne serait-ce que sur le cœur, sur... Ça en a, la haute pression. il est tout rouge à côté de moi. Oui, l'hypertension, Ouais. Mais puis- des problèmes avec la prostate beaucoup plus tôt. La prostate, la les difficulté comportements à uriner. agressifs aussi. Puis, tu sais, Encore je là, dis ça pas- dépend de la personnalité. Ben, tout à fait, mais il y a Mais eu oui, il quand y a un même- potentiel de Hey, il y a plus des- grande violence, plus grande Il y a agressivité. des cas anecdotiques aux États-Unis, justement. Tu as vu de comment elle traitement. réagit? Ben, moi, Elle réagit-tu avec toi comme ça? Tout le temps. Non, elle a moins peur. Parce qu'elle elle est animée, puis je vois qu'elle est choquée. Elle va peut-être même développer un Regarde. syndrome de Non! trouble. Regarde les bras. Elle n'a pas la même réaction. Elle va développer un SPT. Ouais. Mais c'est Ben- vrai que souvent, quand tu me dis des trucs de même puis que je connais la science derrière, je monte. Oh oui, Tu sais, ben oui. Je monte. Ah, je t'ai vu. Mais- Je t'ai Monte au vu. bat. T'avais mais- pas monté ta je chaise, t'ai t'as coupé. monté tes bottes. Moi, j'affirme jamais. Je mets tout en question. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu comptes, c'est que c'est ça qui arrive aussi, puisque les militaires, le taux de succès est faible, mais qui vont toujours rester avec ces images-là dans leur vie. Ouais. Là. Je pense qu'on doit dire que pour la recherche, là, c'est vraiment les États-Unis puis le département des vétérans qui font vraiment progresser la recherche sur le stress sûr. post-traumatique. Ils mettent là, vraiment beaucoup d'argent là-dedans. Puis tu sais, je pense qu'aux Il y États-Unis... en met plus que on- pour supporter leurs membres, en fait. ben, tu sais, on a
on peut avoir l'idée qu'on veut contre les États-Unis, mais je pense que là-bas, leurs militaires, leurs vétérans, c'est vraiment pour eux là, quelque chose de très important. Donc, ils investissent beaucoup dans la recherche. Et le nombre de recherches expérimentales pour compléter après une thérapie qu'on sait qui est evidence-based, là, c'est fou aux États-Unis. Tu sais, as de la thérapie de groupe, tu as de la thérapie à la pêche à la mouche, tu as de la thérapie en vélo, tu as de plus en plus la psy. On le fait au Canada aussi. De plus en plus, avec ouais. Soldier On, au travers de Soldier On, donc des spécialistes de santé qui suivent l'échantillonnage qui passe au travers de ça. Parce qu'il faut, tu sais, on est de plus en plus dans le ACT, là, de la acceptance therapy. Là. Une fois qu'on a diminué, mais là, on va plus dans comment on travaille l'acceptation, que ça fait partie de ta vie. Puis je trouve que ce que tu nous as partagé avec thérapie, là, ça a fonctionné pour moi. Ouais, mais c'était C'est pour ça que je voulais le mentionner. Que... Mais tu sais, les gens qui vont écouter ce podcast-là, qui vont dire « Hey, moi, je vais vouloir aller chercher ça, là, attachez votre sucre. » Attachez votre sucre parce que ça prend un médecin qui va être ouvert d'esprit, ça prend un médecin qui va être prêt à te suivre de façon très régulière à cause des blood work, à cause des risques potentiels de développer des problèmes à uriner, avec la prostate, avec l'hypertension, le cœur. Mais tout ça. l'étude que tu mentionnais semblait être pas concluante. Elle n'était pas concluante et en partie, l'hypothèse, c'est que les doses n'étaient pas contrôlées non plus. Okay. Au Canada, on régit le taux de testostérone dans le corps des humains qui vivent au Canada, mais même avec... Ce qui est une bonne chose. Je pense que oui. Elle est vraiment activée par tout ça. C'est le fun. Non, mais j'aime ça. Trop de testostérone. Mais parce qu'il y a tellement, justement, de scientifiques et de spécialistes qui ne croient qu'aux études qui ont démontrer, mettons, un potentiel de réussite. Je pense que c'est un réflexe scientifique normal de dire on a des données versus on n'en a pas, on va y aller avec ce qu'on sait. Puis... Mais il y a des êtres humains qui ne font pas partie de la moyenne des gens. Je trouve ça, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Là. Je sais que dans vos autres podcasts, vous en avez parlé, mais tu as raison, parce que nos evidence-based practice, là, celles qui sont recommandées, là, quand tu regardes les critères d'inclusion pour participer à ces études-là, là, c'est du plus pur que pur. Tu sais, je veux dire, c'est basé là-dessus. Fait que t'as plein de monde là, qui voudrait dire, ben je l'ai fait la thérapie, mais ça fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben là, ils vont chercher par eux-mêmes trouver quelque chose parce que pour fitter des fois dans ces études-là, là, comme souvent avec le TSPT, on va chercher une femme qui a vécu seulement une agression sexuelle dans sa vie, mais qui a une bonne job, qui a un bon conjoint. Puis et encore, on fait abstraction au bagage génétique dont les troubles de problèmes de santé mentale. Tout à fait. Fait que je pense que je suis content que dans un podcast, selon une étude, tu amènes cette vision-là que oui, c'est sûr que c'est bon la science, mais en même temps, il faut comprendre qu'on est très centré sur des critères d'inclusion, puis à un moment donné, parce que, tu sais, comme moi, je travaille en protection de la jeunesse. Là, ça et les risques aussi au niveau de la progéniture. Continue. Mais tu sais, comme en protection de la jeunesse, là, les bonnes pratiques, là, moi, je les essayais avec les jeunes, ça marchait pas, là. Parce que les jeunes-là sont tellement polytraumatisés que les bonnes pratiques, là, ils n'ont pas eu des échantillons comme ces jeunes-là dans le bout de ligne, etc. Fait que, pourquoi je parle de ça, c'est que les gens qui écoutent le podcast, des fois, peut-être qu'ils ont fait une thérapie, une autre, puis ils disent comment ça que moi, ça n'a pas marché. Moi, ça fonctionne. Ben, parce que c'est peut-être juste un début, puis des fois, c'est pas juste une thérapie. Comme tu disais en introduction, des fois, c'est un processus d'une vie, là, par exemple, un trauma. C'est ça qui. Faut pas faire comme si j'avais mon trauma, puis je vais revenir comme avant mon trauma. Non, c'est pas ça. Puis ça commence à être nouveau. Là. On n'en parlait pas de. Tu sais, avant Roméo Dallaire, là, on n'en parlait pas tant que ça, là, vrai du TSPT. Il était un précurseur. Mais c'est à ça que la recherche sert aussi, de découvrir des nouvelles avenues. Mais c'est vrai que la recherche est souvent pas transparente dans... Ils vont fonctionner avec les budgets de recherche aussi. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que la recherche, quand tu écris ton papier, tu es très transparent dans tes critères d'inclusion, d'exclusion, de ci puis de ça. Mais ça, c'est pas le commun des mortels qui va le relire après. Là. Ouais. Après, le message qui va passer dans les médias, c'est la thérapie cognitivo-comportementale est efficace à traiter le trouble de stress post-traumatique. Ouais. Mais tu sais, dans les médias, on va pas dire « Ceci dit, dans les études, c'était justement une personne qui avait vécu juste un trauma dans sa vie avec un salaire de 120 000 par année, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. » Fait que, bref, l'information ne se transmet pas toujours dans les nuances
avec lesquels elles devraient se transmettre, c'est vrai. Puis, tu sais, toi, tu parles de testostérone comme traitement, mais il y a des gens qui ont fait, je sais pas moi, une cure de traitement à la piqûre d'abeille, là, puis qui disent qu'ils sont revenus puis que ça allait mieux. Puis moi, je suis comme, ben si ça va mieux, tant mieux. Tu sais, c'est un point, je pense, qui est important à nommer tant que les choses sont faites dans la sécurité. Puis comme tu le dis, qu'il y a un certain suivi qui est apporté, tu sais. C'est surtout ça qui est important, oui, c'est le parce suivi qu'on d'être ne veut pas mettre encadré. la santé, Ben la santé non. des Canadiens en jeu. Et ceux qui... encore une fois, aujourd'hui, je suis suivi par un endocrinologue. Donc, tout ça a été entériné parce que les spécialistes ont vu qu'avec moi, il y avait un succès avec la thérapie. Mais pour une autre personne, ça va être une histoire complètement différente parce que, après, souvent, les urologues ne seront pas d'accord avec ça, puis je comprends, ça s'en va jouer dans leur cours. Mais lorsque tu trouves un médecin qui, lui, serait prêt à envisager quelque chose de ça de façon contrôlée, mais là, c'est intéressant parce que c'est son rôle de suivre et de suivre aussi les résultats face à cette consommation-là de médicaments. C'est encadré, là. Encadré parce qu'il n'y a pas juste une médication. Quand tu es rendu là, c'est parce que tu as déjà d'autres médications. Donc, il faut s'assurer que le mix est adéquat puis que ça donne des vrais résultats, que ce ne soit pas juste des effets placebo ou que ça a un effet sur ton cerveau, mais dans le fond, tu prends ça dans ton corps pour rien. Et il y a des enjeux aussi de progéniture avec augmenter la testostérone dans le corps d'un humain. Dans mon cas, ce qui a favorisé, puis c'est important que je le mentionne parce qu'il y en a beaucoup qui vont, après avoir écouté ce podcast-là, dire « Hey, moi, je vais essayer ça. » Mais attends un petit peu, là. Moi, j'étais rendu à un âge où est-ce que je ne voulais pas d'enfants. Donc, je n'avais pas besoin de justifier pourquoi j'en voulais pas à l'âge que j'avais. Ça passe aussi par une vasectomie parce que tu ne veux pas mettre au monde des enfants des mutants. Je ne veux pas dire que j'aurais mis au monde un mutant, mais c'est quelque chose, je pense, que Santé Canada prend en considération. Mais tu sais, je vais en profiter. Quand on regarde qu'est-ce qui est evidence-based au niveau de la médicamentation pour le trouble de stress post-traumatique, pour l'instant, il n'y en a pas encore de c'est molécules. vrai? Il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y en a des études à Montréal en ce moment là, avec des métabloquants qui semblent prometteurs. Ça, c'est mais intéressant. Est-ce que tu as approfondi le sujet? moi, je ne suis pas dans l'optique dans mes projets de recherche. Moi, je suis plus dans un paradigme que moi, je veux aider les gens à accepter puis apprendre à vivre. Ça s'appelle-tu Papoulos ou quelque chose comme le ça? propanolol. Propanolol. Le propanolol, en fait, la fonction. fonction, c'est que les gens peuvent réciter leur événement, mais ça vient enlever les émotions. Donc, tu permets de reconsolider l'événement sans l'association aux émotions de détresse. Donc, finalement, c'est comme un shortcut rapide pour justement que l'événement soit revenu à la bonne place. Mais moi, je pense qu'il faut quand même, par la suite, continuer à apprendre à la personne. Si jamais tu as des triggers puis l'émotion elle revient, qu'est-ce que tu fais avec cette émotion-là? Mais il y a plusieurs études qui ont tenté, puis on n'a pas trouvé encore une molécule qui peut favoriser le rétablissement en TSPT. Les molécules souvent qui sont prescrites, ça doit être pour aussi pallier aux symptômes de d'autres psychopathologies. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que le trauma, ça vient rarement seul. Là. Dans 90 à 95% des cas, ça vient de la dépression, dans l'anxiété, des troubles de consommation, des pensées suicidaires. Une personne qui a un trouble de stress post-traumatique est 13 fois plus à risque de passer à l'acte suicidaire. Fait que ça, c'est important. Là. Ouais. Tantôt, on mentionnait que les résultats chez les militaires versus la population générale étaient différents. Et je me rappelle, la culture militaire et son endoctrinement, il y a une des choses qui est au cœur, peut-être, que certaines personnes ne vont pas vers les services. Les soins et les services, c'est souvent l'endoctrinement de t'es fort, t'as pas le droit d'aller voir le médecin. Si tu prends une journée de congé, on va te le faire payer. Donc, il y a la pression des pairs, la pression de l'institution qui, elle, te veut toujours à 100% efficace, prêt à combattre. Donc, souvent, moi, je ne suis pas allé voir le médecin parce que le médecin allait peut-être me tabletter pour quelques jours. Et là, je vais subir la pression de mes pairs. Et là, je vais subir de l'harcèlement. C'est l'association vulnérabilité-faiblesse qui n'est pas bonne. Exactement, exactement. Et pas juste ça, on perd un travailleur. Ouais. Ils ne veulent pas perdre un travailleur. Donc, tough shit, c'était vraiment ça la mentalité. Mais dans ces milieux-là, militaires, policiers, pompiers, même chez les infirmières, là, c'est la même chose. Là, si tu te casses un bras au travail, c'est correct que tu sois en arrêt de travail. Mais si tu as eu des impacts psychologiques, oh ben non. Là, tu n'es plus fait pour la job. Tu es stigmatisé. Puis ça, c'est un facteur de risque. Ouais, ça, c'est un travail collectivement qu'on a à faire. Puis je pense qu'il se fait de plus en plus, là, mais les blessures qu'on ne voit pas, on dirait qu'on a de la misère à les
Mais même si la société l'accepte, ces conditions-là, il y a certains humains qui ne seront pas capables de se l'accepter pour eux-mêmes. Et Définitivement. ils vont toujours se taper sur la tête. Encore une fois, je reviens à la biologie, comment tu es constitué, ta personnalité, tes habiletés, comment tu as grandi. Puis, t'es bien constitué, Steve. Merci. Parce que ça a l'air je te connais dans la vie, puis je sais que t'as fait beaucoup de Quand travail. même équilibré. Quand même. Ouais. Mais- J'ai la face rouge, par exemple. Mais tu sais, on a parlé beaucoup de bio aujourd'hui, mais Ouais. tu sais, dans les facteurs de protection, là, en trauma, il y a les facteurs pré-traumatiques, péri-traumatiques, post-traumatiques. Donc, avant, pendant, après. Mais s'il y en a un là, qui est constant, avant, pendant, après, c'est le soutien social. Oui. OK. Si tu as des gens avant, tu sais, si tu comptes sur un réseau social là, avant, puis pendant, tu sais, là, le fait d'intervenir en équipe, puis que là, l'équipe est soudée ensemble, puis après ça, on prend le temps de prendre soin de nous autres, d'aller manger une pizza ensemble après un gros événement, là, je pense aux pompiers, policiers. Oui, c'est Ça, c'est intéressant. des facteurs de protection. Balancer les émotions. Pourquoi je fais de la scène? J'en fais pas de façon exutoire. J'en fais pour balancer justement ces journées-là qui peuvent être plus difficiles. Donc, c'est un équilibre que je viens chercher. Et le monde me demande toujours pourquoi tu ne parles pas des événements traumatiques sur scène. Mais parce que je ne veux pas sortir de scène et d'avoir ces flashbacks-là, ces intrusions. Je ne veux pas avoir à dealer avec des émotions désagréables quand je veux faire des gains émotionnels pour éventuellement, comme il y a 2 jours, j'ai pas pris ma médication et la nuit a été terrible. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, probablement une des pires nuits que j'avais passées depuis des années. Je ne couchais pas chez moi, j'ai oublié la médication. Fait que ça a fait en sorte que, même en plus juste l'anticipation de passer une mauvaise nuit a contribué. Ouais. Je me suis réveillé avec en panique, je me suis mis à crier. J'ai encore des signes et symptômes comme ça. Mais tu vois, c'est que la médication dans une thérapie de trauma, ça va être tout pour aider le sommeil. Fait que c'est là qu'on va l'utiliser. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je reviens, là, le soutien social, là, c'est ça qui peut être très déterminant par la suite. Là. Mais, et là, je t'ai vu quand on est arrivé, tu étais avec ta conjointe. Oui. Tu sais, ça vaut la peine aussi que les conjointes puissent être éduqués à savoir, parce que vivre avec quelqu'un qui a un trauma, là, c'est difficile à comprendre. Puis ça fait vivre des émotions à ces gens-là. Puis des fois, les gens, quand ils voient quelqu'un qui a vécu un événement traumatique, mais après un certain temps, ils sont en maudit après. On a dit, oh, tu sais, get over it, là, on va peut-être passer à d'autres choses. Mais non, personne n'est pas capable, elle est pris là-dedans. Fait que ça fait, des fois, là, dans des relations d'amitié ou de couple, ça peut être très difficile. Fait que, Surtout avec le chauffage. Monte le chauffage, baisse le chauffage, monte le chauffage. Mais je pense que vous avez la même problématique. Hein? Bon, parfait. Toi qui as des enfants, là. c'est pour ça que dans les thérapies, maintenant, souvent, on voit que quand que le conjoint, la conjointe est impliqué, ça a augmenté beaucoup le succès. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné? Moi, j'ai appris plein d'affaires. Moi Je suis aussi. vraiment contente. Puis je Je pense qu'on a lancé des belles hypothèses Oui. aussi. Ouais. Et vous allez Surtout avoir de l'espoir. Moi, ce que la je voulais matière de dire- recherche pour les prochaines années. Ce que je veux dire, par contre, c'est qu'il y a peut-être des gens qui écoutent ça, puis peut-être que là, ils vont se rendre compte, ça va peut-être brasser un podcast comme ça. Ouais. C'est important à ce moment-là, tu sais, si vous êtes en détresse, hein, d'aller chercher les services. Surtout, ma communauté va l'écouter. Là. Ma communauté me suit énormément. Et je les salue à chaque fois. Et je leur mentionne toujours la même chose, c'est croyez au rétablissement, croyez aux soins de santé, croyez qu'il y a une possibilité de désensibiliser ce qui est difficile et aller vers les services. Puis surtout, comprenez que ces réactions-là, c'est des réactions normales de survie à des événements qui sont anormaux dans notre vie. Là. Même si on a un entraînement, le cerveau, lui, là, reptilien, il ne sait pas que tu es un militaire. Pour lui, il y a menace de mort, il réagit. Donc, tu sais, on dit souvent ça là, en thérapie. C'est des réactions normales à un événement anormal. Donc, ça, il faut qu'on se rappelle de ça. Bébé, Catherine, il y a 2 choses qu'on n'a pas mentionnées vite, Oui. que tu as mentionnées d'entrée de jeu. Ça m'a resté dans la tête parce que ça m'a marqué. Et j'ai des amis qui sont marqués de par le harcèlement de façon répétitive. Entre autres, le jour 1 que tu rentres dans l'armée, à l'école des recrues, c'est énormément d'harcèlement et de rejet et de se faire dire à quel point on n'est pas bon, même si tu es performant. Donc, ce harcèlement-là répétitif peut mener à un diagnostic de SPT. C'est un facteur de risque, en fait, qu'après ça, quand que tu vas faire une intervention, puis si tu te plantes dans ton intervention, puis tu as eu peur pour ta vie ou ceux de tes collègues, bien là, déjà, tu as inculqué une croyance comme quoi que tu étais une merde. Donc, tu vas te dire, ben je ne serai pas capable de faire le reste, puis je ne serai pas capable de reprendre le contrôle. C'est souvent cette perte de contrôle-là qui amène aussi le trauma. Donc, et ce qui m'a surpris, c'est quand tu as mentionné également qu'il y avait des facteurs de risque
avoir été exposé à un événement traumatique, mais qui n'a pas été vécu donc de façon, par oui-dire, d'être proche. en mesure d'être atteint par un SPT. Mais c'est aussi comment tu peux, toi, te projeter dans la personne. J'ai-tu le temps encore? Je vois ton Oh, temps qui a fait. ouais. Tu sais, comme on se pose la question là, quand il y a eu les événements là, du 11 septembre. Oui. OK? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas militaire, qui n'est pas paramédic, qui n'est pas pompier, peu importe, qui regardait à répétition les gens se pitcher de la tour, est-ce qu'ils peuvent avoir développé un trauma, eux? Non. Mais toi, si tu regardes ça, qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui intervient dans cette situation-là, que tu peux t'associer à un militaire qui a fait une intervention là-bas, ou quand tu regardes les images là, de ce qui se passe là, en Ukraine puis en Russie, toi, ça pourrait être un déclencheur qui ramène un trouble de stress post-traumatique. Fait que ces notions-là aussi, des fois, c'est pas parce que tu écoutes des Netflix avec des tueurs en série que tu vas te développer un trouble de stress post-traumatique. Peut-être ça va jouer sur tes croyances dans la vie, peut-être ça va jouer sur ton état d'apprécier la vie, mais tu vas pas développer le trouble en tant que tel. Par contre, si t'es policier, tu regardes ça, là, ça peut te fragiliser. Ça vient toucher quelque chose de plus personnel. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Moi, j'en aurais parlé 3 heures. Ben oui, Ouais. écoute, mais c'était vraiment intéressant, puis on a appris beaucoup. Puis le message qu'il faut retenir, c'est que si t'es dans cette position-là, va chercher de l'aide. Exact. Parce que t'allais dire, va chercher de la testostérone. Va chercher de la testostérone. Et soit, Va en Ontario, prends des traitements. soit un monstre qui pour sont pas quatrième. C'est approuvés. super. Essaye des techniques. Allez chercher de l'aide psychosociale avant, s'il vous Ouais, plaît. c'est ça. Faites ça en premier, s'il vous plaît. Vous m'avez invité pour témoigner, je témoigne. Non, Ouais, c'est bon. C'est parfait, c'était juste une joke. Ben, merci beaucoup. Merci.